Le soleil couchant de la Californie enveloppait les immenses vitres du domaine de l'Étoile, à Neuilly-sur-Seine d'une lueur dorée et tiède. Grace Hollander Moreau, 38 ans. Présidente directrice générale de Hollander Immobilier, poussa la lourde porte en chêne français. La charnière émit un déclic métallique froid et sec. Elle était rentrée tôt, 3 heures plus tôt que prévu. Sa réunion avec les investisseurs de Tokyo avait été annulée à la dernière minute, en raison d'une étrange intuition que Grace ne pouvait expliquer. Toute l'après-midi, son cœur avait battu à tout rompre. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse de café. Dans son esprit, une voix répétait sans cesse « Rentre chez toi. Rentre chez toi maintenant ». En se tenant dans le grand vestibule, dont le sol en marbre de Carrare reflétait la lueur du lustre baccarat, Grace sentit que quelque chose clochait. L'atmosphère était différente, trop silencieuse. Cette maison avait toujours été calme, mais ce silence-là était tendu comme une corde de violon, comme si même les murs retenaient leur souffle. Elle avança lentement. Ses loups-boutins résonnaient à peine sur le marbre. Son sac Hermès Birkin glissa de son épaule sans qu'elle s'en aperçoive. Son regard restait fixé sur le couloir menant au salon où une fine bande de lumière chaude s'échappait sous une porte entr'ouverte, se répandant sur le sol comme une traînée d'huile. Soudain, une main froide et sèche se plaqua sur sa bouche par derrière. Grace sursauta, prête à hurler, à se débattre. « Chut !» murmura une voix d'homme basse pressante, presque désespérée. « Madame, je vous en supplie, ne faites pas de bruit. » Une odeur d'huile mécanique de bois et de savon propre lui parvint celle de Michel Donnelly, le chef d'entretien du domaine, 42 ans aux yeux bleus si calmes qu'il semblait vide. C'était l'homme que Grace ne voyait d'ordinaire que lorsqu'elle signait les fiches de paye chaque fin de mois. Mais à présent, ce visage d'ordinaire impassible était déformé par la peur. Sa main resta levée devant ses lèvres, lui ordonnant le silence absolu. Des perles de sueur parsemaient son front. Ses yeux bleus la suppliaient d'une supplication qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Grace écarta brusquement sa main, prête à crier. Mais ce regard l'arrêta net. Ce n'était pas celui d'un agresseur, mais celui d'un homme qui tente de sauver quelqu'un. « Michel », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « que faites-vous ici? Pourquoi je suis désolé ?» dit-il rapidement, la voix brisée. « Je vous en prie, madame, si on vous entend, s'il découvre que vous êtes rentrée. » Il avala sa salive, cherchant à se contenir. « Vos enfants seront en danger. » Le temps se figea. Mes enfants, les 3. Emma, 12 ans, Olivier, 9, Sophie, 6. Le cœur de Grace se serra violemment. Où sont-ils? Elle saisit sa chemise paniquée. Où sont mes enfants? Que se passe-t-il? Michel ne répondit pas. Il désigna la porte du salon d'où filtrait la lumière. Et de là, un son s'éleva, non pas un rire, ni des voix bavardes, mais des sanglots étouffés contenus le genre de pleurs qu'un enfant retient de toutes ses forces pour ne pas être entendu. Les genoux de Grace faiblirent, mais l'instinct maternel, celui qu'elle croyait mort avec David 2 ans plus tôt, se réveilla sauvage brûlant. « Vous devez voir cela, » dit Michel d'une voix brisée, « mais je vous en supplie, faites-moi confiance. » Ne lui montrez pas que vous êtes là, tu es là. Pas encore, pas maintenant. Lui, Patrick Élisée, son second mari, l'homme qu'elle avait épousé 1 an après la mort de David. Le sourire chaleureux, la voix rassurante, la promesse de l'aider à élever les enfants. L'homme qu'elle avait cru être l'accalmie après la tempête. « Qu'a-t-il fait ?» demanda Grace d'une voix tremblante comme une feuille. Michel plongea son regard dans le sien. Dans ce bleu se lisait la peine creuse de quelqu'un qui a trop vu et qui ne peut plus se taire. « Ce qu'il fait toujours, répondit-il, chaque fois que vous n'êtes pas là. » Le monde de Grace vacilla, mais elle ne s'évanouit pas, ne cria pas. L'instinct maternel lui souffla. « Regarde,
Vois la vérité, si cruelle soit-elle. Michel la guida jusqu'à l'entrebâillement de la porte. Ses mains se posèrent doucement sur ses épaules, non pour la retenir, mais pour la soutenir. Il savait que ce qu'elle allait voir risquait de la briser. « Regardez, murmura-t-il, et souvenez-vous, vos enfants auront besoin de vous fortes. » Grace se pencha vers la fente, et son monde s'effondra. Dans le grand salon, au plafond de 6 mètres sous le lustre, baccarat étincelant entre les toiles de Monet accrochées au mur, cet espace qu'un magazine d'art avait jadis décrit comme un paradis esthétique. 3 enfants étaient agenouillés sur le sol de pierre glacée. Emma, 12 ans. Les cheveux bruns et lisses, l'uniforme impeccablement repassé, tremblait de tout son corps. Ses genoux, pressés contre le marbre, s'étaient meurtris. Ses mains jointes semblaient prier, mais non pas Dieu, elles priaient pour la pitié de l'homme qui se tenait devant eux. Olivier, 9 ans, se mordait la lèvre jusqu'au sang. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'il ose les essuyer. Sa tête était baissée, son petit corps secoué de frissons. Sophie Six serrait contre elle son vieil ours en peluche, le dernier cadeau de son père avant sa mort. Ses joues ruisselaient de larmes. Sa bouche tremblait comme pour crier, mais aucun son ne sortait. Tout son corps s'était recroquevillé comme celui d'un petit animal acculé. Face à eux se tenait Patrick Élisée, vêtu d'un costume Hermenegildo Zegna, un verre de cognac Louis XIII à la main. Le visage séduisant que Grace avait autrefois aimé était maintenant déformé par la colère. Ses yeux étaient d'acier, sa voix, celle qu'elle avait jadis trouvée douce, était tranchante comme une lame. « Qu'est-ce que je vous ai dit ?» lança Patrick d'un ton égal. « Qu'est-ce que j'ai dit à propos de ce salon en désordre ?» Emma sanglota. « Je suis désolé, je vais ranger tout de suite. »« Désolé. » Patrick s'avança dominant la fillette. Emma recula d'instinct. « Désolé, pourquoi votre mère travaille jour et nuit. Elle paie cette maison, les vêtements que vous portez, la nourriture que vous mangez, et vous. Comment la remerciez-vous ainsi? Nous sommes désolés, balbutia Olivier. Tais-toi, tonna Patrick en se tournant vers le garçon. Le petit sursauta. Je ne t'ai pas donné la permission de parler. Tu comprends? Olivier hocha la tête, frénétiquement les larmes coulant sans contrôle. Patrick se retourna vers Emma. Ta mère a de la chance de m'avoir compris. Sans moi, elle deviendrait folle à devoir gérer 3 enfants inutiles comme vous. Votre vrai père est mort. Personne ne veut de vous. Personne sauf ta mère et moi. Et si vous n'apprenez pas à obéir... » Il porta le verre à ses lèvres, laissant sa phrase se dissoudre dans l'air comme un poison. Tu vas apprendre ce que veut dire subir les conséquences. Sophie éclata en sanglots. Papa me manque. Patrick lança un regard glacé à la plus jeune. Ton père est parti. Il a laissé ta mère avec ce fardeau. Et tu pleures encore. Il abattit violemment le verre sur la table. Le claquement sec fit sursauter les 3 enfants. Vous êtes des fardeaux. Vous m'entendez? Des fardeaux. Derrière la porte, Grace se figea. Pas de stupeur, mais de lucidité. Ce n'était pas la première fois. La peur dans les yeux de ses enfants, c'était la peur de ceux qui ont trop vécu dans la terreur pour ne plus la confondre. La manière dont il s'agenouillait, ce geste mécanique, trahissait l'habitude. Depuis combien de temps? Elle se tourna vers Michel, les larmes coulant sans bruit. Depuis combien de temps? Sa voix se brisa. Michel baissa les yeux. Depuis le 2e mois après son arrivée. Presque 1 an. Ses enfants avaient vécu en enfer pendant près d'1 an, et elle, leur mère, n'avait rien su. L'estomac de Grace se tordit. Elle voulut hurler, entrer le déchiré de ses mains. Mais Michel la retint. Pas encore, murmura-t-il. Vous avez besoin de preuves, d'un plan. S'il apprend que vous savez sans preuve, il manipulera toutes. Il vous fera passer pour folle. Grace le fixa les yeux rouges.
Tu as des preuves? Michel hocha la tête. J'ai tout enregistré cette semaine. Je savais que vous en auriez besoin. Une lueur d'espoir infime, mais suffisante pour la maintenir debout. Montre-les-moi, dit-elle. Pas encore, répondit Michel. Vous devez tout voir, tout comprendre avant d'agir. Grace voulut protester, mais le regard de Michel, celui d'un homme qui avait tout prévu, qui connaissait Patrick, mieux qu'elle-même la fit céder. Très bien, souffla-t-elle. Mais je jure devant Dieu, s'il touche encore à mes enfants. Non, coupa Michel d'un ton ferme. Je ne le laisserai plus faire. Je vous le promets. La façon dont il l'avait dit si dure, si certaine, fit comprendre à Grace qu'il ne protégeait pas seulement les enfants. Il défendait quelque chose de plus profond, une mémoire, une blessure intime. Mais ce n'était pas le moment de demander. C'était le moment d'observer, d'écouter et de préparer la confrontation finale. Avant de poursuivre cette histoire, prenez quelques secondes pour vous abonner et activer la cloche, afin que nous puissions vous apporter d'autres récits qui touchent le cœur. Maintenant, revenons en arrière. Venons. Comment Grace Hollander Moreau et Michel Donnelly, deux âmes brisées, venus de mondes opposés, en sont-ils arrivés là? Et comment un homme comme Patrick Élysée a-t-il pu s'immiscer dans leur vie? 3 ans plus tôt, Grace n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Elle était déjà la présidente de Hollander Immobilier, le plus grand groupe immobilier de France, hérité de son défunt père. Elle vivait toujours dans le domaine de l'Étoile, un manoir aux millions d'euros à Neuilly-sur-Seine. Elle portait du Chanel, du Dior, paraissait sur la couverture de Forbes France. Mais elle possédait surtout quelque chose de bien plus précieux, David Moreau. David, 40 ans, architecte de génie, avait conçu la maison même où il vivait. Un homme au sourire chaud, aux mains habiles, au cœur immense. Chaque matin en se réveillant, Grace se sentait chanceuse de la voir. Ils s'étaient rencontrés à l'université, elle étudiait la gestion, lui l'architecture. Coup de foudre à la bibliothèque de la Sorbonne mariage après 3 ans, et une famille bâtie dans une maison que David avait mis 2 ans à dessiner. Chaque recoin respirait l'amour. Emma était née quand Grace avait 26 ans. 3 ans plus tard vint Olivier, puis 3 autres années après Sophie. La vie était parfaite non par la richesse, mais par l'amour. David était un père merveilleux. Il emmenait Emma à ses leçons de piano, jouait au ballon avec Olivier, lisait chaque soir une histoire à Sophie. La nuit après que les enfants s'endormaient, il prenait Grace dans ses bras sur le balcon, donnant sur la Seine illuminée, et riait. « Tu sais quoi, je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Grace plaisantait. « Parce que ta femme est belle. » Non, il l'embrassait sur le front. « Parce que j'ai une famille qui s'aime. » Puis vint l'automne. Un matin d'octobre, David travaillait dans son bureau, dessinant un projet d'envergure, le musée d'art contemporain de Lyon, le plus grand chantier de sa carrière. À midi, Grace l'appela pour déjeuner. Pas de réponse. Elle monta. David gisait sur le sol, les yeux clos sans souffle. Une hémorragie cérébrale. Aucune alerte préalable. Les médecins dirent que c'était une malformation vasculaire congénitale. Rien n'aurait pu l'empêcher. 1 minute en vie, la suivante partie. Grace ne pleura ni à l'hôpital, ni aux funérailles, ni lorsque les gens offraient leurs condoléances. Elle resta simplement debout, tenant les mains de ses enfants, regardant le cercueil descendre en terre, sentant une partie de son âme être enterrée avec lui. Les mois qui suivirent furent un enfer. Emma, 9 ans, se mura dans le silence. Elle ne pleurait pas, parlait peu, passait ses journées à la fenêtre, attendant un père qui ne reviendrait pas. Olivier Six en pleurait chaque nuit, serrant contre lui la chemise de son père, respirant son parfum familier, demandant « Où est papa, maman? Pourquoi ne rentre-t-il pas ?» Sophie, 3 ans, ne comprenait pas et répétait « Papa est au travail. Quand va-t-il venir jouer avec moi? » Et Grace ne savait pas quoi répondre. Elle-même se demandait comment continuer à vivre quand la moitié de soi est morte. Elle devint une machine.
Réveil à 5 heures. Sport, douche, café rapide, conduire les enfants à l'école, arriver au bureau à 8 heures. Travail acharné jusqu'à 22 heures, retour, vérifier que les enfants dormaient, puis s'asseoir seul dans la chambre principale. La moitié du lit, vide, un verre de vin à la main, jusqu'à s'endormir. Elle ne s'autorisait pas à pleurer, car si elle s'arrêtait, si elle laissait la douleur monter, elle s'effondrerait. Et les enfants avaient besoin d'une mère forte, pas d'une ruine. La vérité, c'est que Grace était une ruine. Elle la dissimulait simplement sous un tailleur Armani et un sourire mondain. Les enfants savaient. Les enfants savent toujours. Emma cessa de raconter ses journées d'école, car maman n'écoutait plus. Olivier cessa de parler de papa, car maman répondait « Seulement il est au ciel », avant de changer de sujet. Sophie cessa de serrer sa mère dans ses bras, car maman devenait raide à chaque contact. Ils devinrent 4 étrangers sous un même toit. Grace le savait, mais ignorait comment changer. Elle était épuisée. Personne n'était venu la sauver. Pendant ce temps, ailleurs, un homme se noyait lui aussi dans son chagrin. Michel Donnelly, 40 ans, ingénieur aéronautique senior chez Airbus à Toulouse, concepteur de systèmes de sécurité pour une nouvelle génération d'avions. Une brillante carrière, un salaire élevé, un avenir tout tracé. Mais surtout, il avait Catherine, 38 ans, institutrice sourire de soleil et cœur d'or. La femme dont Michel était tombé amoureux au premier regard il y a 20 ans dans un café de Toulouse. Et Lily Donnelly, 8 ans, boucle blonde et sourire d'ange, rêvait de devenir pilote comme son père. Maman, papa, chaque fois qu'ils allaient à l'aéroport regarder les avions décoller, Lily s'exclamait « Un jour, je piloterai le plus grand avion du monde. » Michel la serrait contre lui. « Je te crois, je le construirai et toi tu le piloteras. » Marché, conclu. Marché, conclu. Lily riait radieuse. Ce mois de novembre-là, Catherine et Lily prirent l'avion pour aller voir les parents de Catherine à Bordeaux. Michel resta à Paris pour le travail, prévoyant d'aller les chercher le week-end. Le vendredi après-midi, il se rendit à l'aéroport Charles de Gaulle, un bouquet de roses, pour Catherine un ours en peluche pour Lily. Il se posta dans la zone des arrivées, regarda sa montre souriant à l'idée de serrer bientôt dans ses bras ses deux amours. Puis l'annonce retentit dans les haut-parleurs. Le vol 447 en provenance de Bordeaux a eu un incident. Le cœur de Michel se serra. Il courut jusqu'au comptoir d'information. Le personnel le regarda avec compassion. « Je suis désolé, monsieur. L'avion s'est écrasé à l'atterrissage, une défaillance technique. Aucun survivant. Catherine, Lily et 143 autres personnes disparues en un instant. » Michel ne se souvient presque pas des jours qui suivirent. Il se rappelle avoir rapatrié 2 cercueils, l'un grand, l'autre petit. Il se rappelle les funérailles. Les mots « nos sincères condoléances ». Tout devint flou comme un cauchemar sans fin. Il ne cria pas, ne pleura pas. Il resta simplement debout devant 2 tombes fixant 2 pierres froides vidées. Vide jusqu'à l'âme. 2 mois plus tard, Michel quitta Airbus. Ses collègues furent stupéfaits. « Tu es le meilleur ingénieur du département, pourquoi partir ?» Il répondit seulement « J'ai besoin de changement. » En vérité, il n'en pouvait plus. Il ne supportait plus de voir des avions décoller. Chaque fois qu'il en voyait un, il revoyait le vol qui avait emporté sa femme et sa fille. Il vendit la maison de Toulouse, s'installa en région parisienne, cherchant le travail le plus simple possible. Entretien, réparation, jardinage, n'importe quoi, qui ne demande ni réflexion ni émotion. Parce que s'il ressentait encore, il deviendrait fou. 9 mois après la mort de David, Grace Hollander-Moreau avait besoin d'un chef d'entretien pour le domaine de l'étoile. Le précédent avait pris sa retraite. Elle publia une annonce, reçut plusieurs candidatures, aucune ne convenait. Puis le CV de Michel Donnelly arriva sur son bureau. Un dossier étrange, ancien ingénieur aéronautique senior chez Airbus,
postulant pour un poste d'entretien payé 10 fois moins. Son assistante fronça les sourcils. Surqualifié, louche, peut-être une arnaque. Mais Grace décida de le recevoir. L'entretien eut lieu dans son bureau à domicile. Grace, assise derrière un bureau, en noyer, portait un tailleur noir, les cheveux tirés en chignon, le visage impassible. Michel entra grand large d'épaules, mais amaigri. Chemise blanche, simple pantalon beige, chaussures usées. Visage autrefois, beau désormais creusé. Yeux bleus, éteints. Grace feuilleta le dossier. Vous étiez ingénieur aéronautique senior. Oui. Pourquoi avoir démissionné? Michel hésita. J'avais besoin de changement. Un changement ou une fuite? La question tomba tranchante. Michel leva les yeux pour la première fois. Leurs regards se croisèrent, et tous deux reconnurent chez l'autre quelque chose de douloureusement familier, la peine, une peine si profonde qu'aucun mot ne pouvait la contenir. Peut-être les deux, dit-il simplement. Normalement, Grace aurait refusé sur le champ, mais il y avait dans sa voix une sincérité, une tristesse silencieuse qui la toucha. « Vous commencerez lundi, dit-elle. » Michel hocha la tête. « Merci, madame. » Il se leva pour partir. Michel l'appela Grace. Il se retourna. « Quelqu'un vous a blessé, dit-elle doucement. Je ne demanderai pas qui. Mais je connais ce besoin de fuir, de faire quelque chose de simple, juste pour ne plus penser. » Michel resta figé, surpris. Grace ajouta, « Cette maison a besoin d'attention. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ne pose pas de questions, qui ne juge pas, qui travaille puis s'en va. Pouvez-vous faire cela? » Je peux, répondit-il. Bien. À partir de ce jour-là, Michel Donnelly fit partie du domaine de l'Étoile. Pendant les 6 premiers mois, ils échangèrent à peine. Michel arrivait à 7 heures, réparait ce qui devait l'être, s'occupait du jardin, vérifiait les installations, repartait à 18 heures. Silencieux, efficace, discret. Grace le payait à temps, ne se plaignait jamais, ne posait aucune question personnelle. 2 étrangers partageant un espace sans jamais pénétrer dans le monde de l'autre, jusqu'à ce jour d'automne où Grace rentra plutôt migraineuse. En montant l'escalier, elle entendit des pleurs dans le jardin. Sophie, alors âgée de 4 ans, était assise sous le vieux chêne, serrant son ours en peluche sanglotant. Grace aurait dû courir la prendre dans ses bras, mais ses jambes restèrent immobiles. Elle ne savait plus quoi dire, ne savait plus consoler, car elle-même n'était plus entière. Michel apparut. Il taillait des branches, posa son sécateur, s'approcha doucement. « Qu'y a-t-il, Sophie? » Sa voix douce et chaude n'avait plus rien de distante. Sophie leva les yeux, les joues ruisselantes. « Monsieur Papa me manque. » Michel s'assit près d'elle. Il ne parla pas tout de suite. Il resta simplement là. Sophie hoqueta. « Je ne comprends pas pourquoi il ne revient pas. Tous mes amis ont un papa. Pas moi. Je veux qu'il revienne. » Michel ferma les yeux, la douleur gravée sur son visage. Puis murmura « J'ai perdu ma fille, moi aussi. » Sophie se figea le regardant. Vraiment oui. Elle s'appelait Lily. 8 ans. Intelligente, joyeuse, comme toi. Où est-elle maintenant? Dans le ciel. Sa voix trembla. Avec sa maman. Elles sont mortes dans un accident. Sophie resta silencieuse, puis demanda, « Tu es triste? » « Oui, chaque jour. Moi aussi je suis triste. » Michel ouvrit les bras. Sophie s'y blottit et le serra fort. Un homme de 40 et 1 an et une fillette de 4 ans assis sous un chêne, partageant leur chagrin. Depuis la fenêtre, Grace regardait les larmes jaillissant enfin. Pour la première fois depuis 2 ans, elle pleurait. Non parce qu'elle regrettait David, mais parce qu'elle comprenait que son enfant avait besoin qu'on l'écoute. Et cette écoute-là ne venait pas d'elle, mais d'un inconnu.
un simple employé, un homme blessé comme elle, mais qui savait encore offrir la douceur qu'elle avait perdue. Le soir, alors que Michel s'apprêtait à partir, Grace l'appela Michel. « Je voulais vous remercier. De quoi, madame, d'avoir été là pour Sophie quand je ne pouvais pas l'être. » Il resta silencieux, puis dit « J'ai seulement fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour Lily. » Grace eut la gorge serrée. « Je suis profondément désolé pour votre fille et pour votre femme. » Ils se turent tous deux un long moment. Alors Grace dit doucement. « Doucement, peut-être qu'on se ressemble plus que je ne le pensais. »« Peut-être, répondit-il. » À partir de ce jour, leur relation changea. Michel continua à s'occuper de l'entretien du domaine de l'Étoile, mais il devint aussi un ami. Une oreille attentive, quelqu'un qui comprenait sans qu'on ait besoin d'expliquer. Il jouait au ballon. Avec Olivier, apprenait à Emma à réparer son vélo, lisait des histoires à Sophie. Les enfants l'adoraient, l'appelaient Tonton Michel, avec des sourires sincères, ces sourires qu'ils avaient perdus le jour où David était parti. Quant à Grace, elle se remit à lui parler. Pas beaucoup, quelques mots sur le travail, le temps les enfants. Parfois, durant les après-midi calmes, ils s'asseyaient dans le jardin, buvaient un café sans rien dire. Ils n'avaient pas besoin de mots, ils se comprenaient dans le silence. C'était un lien étrange, pas vraiment de l'amitié, pas encore de l'amour. Une corde fine reliant deux âmes disait brisées qui trouvaient un apaisement dans la douleur partagée. Grace ne s'en rendit pas compte tout de suite, car c'est alors que Patrick Élisée entra dans sa vie et tout changea. 1 an après la mort de David, Grace accepta d'assister à un gala de charité à Deauville. Elle n'en avait pas envie, mais son entreprise avait besoin de son image. Elle portait une robe Valentino noire, un maquillage léger et ce sourire mondain devenu mécanique. Au bar, un homme s'approcha. Patrick Élisée, 45 ans, grands cheveux poivre, et celle costume élégant, montre Patek Philippe le sourire juste, assez confiant. « Grace Hollander Moreau, n'est-ce pas? »« Oui, je peux. » Il lui tendit la main. « Patrick Élisée, je travaille dans l'investissement immobilier. On parle beaucoup de vous. » Grace lui serra la main poliment. « Merci, mais Patrick ne s'éloigna pas. Je suis désolé pour votre perte. Votre mari David Moreau, j'ai lu un article sur lui. Un architecte talentueux. » Grace hésita. D'habitude, les gens évitaient ce sujet. « Merci. Je le pense sincèrement, » dit-il en adoucissant le ton. « J'ai moi aussi perdu quelqu'un, mon ex-femme, emportée par un cancer il y a 5 ans. » Grace fut surprise. « Je suis désolé. »« C'est pour ça que je comprends, » répondit-il. « Ce sentiment que le monde continue de tourner pendant que vous restez immobile. » Exactement. C'était ce que Grace portait en elle depuis si longtemps. Ils parlèrent longuement. Patrick se montra agréable, cultivé, un peu charmeur, mais sans excès. Il évoqua son travail, ses voyages, les leçons tirées du deuil. Le plus dur, dit-il, ce n'est pas la solitude physique. C'est d'avoir l'impression que personne ne comprend vraiment. Grace hocha la tête. C'est vrai. Patrick plongea son regard dans le sien. Mais je crois que vous comprenez, vous n'est-ce pas? Peut-être. Ils échangèrent leurs numéros. Dès le lendemain, Patrick envoya un message. Les premières semaines, ce n'étaient que des mots simples, des nouvelles, quelques partages, rien d'intime. Puis, il l'invita à dîner. Grace hésita, puis accepta. Le rendez-vous eut lieu dans un restaurant raffiné du 16e arrondissement de Paris. Patrick fut d'une politesse parfaite. Il tira sa chaise, choisit le vin, guida la conversation avec mesure. « Avez-vous pensé à refaire votre vie ?» demanda-t-il doucement. Grace secoua la tête. « Pas encore. Je ne suis pas prête. »« Je comprends, » répondit-il. «
Mais ouvrir son cœur, ce n'est pas trahir celui qu'on a perdu. C'est continuer à vivre. Ne mourrez pas avec lui. Ces mots frappèrent Grace en plein cœur. Elle savait qu'elle se laissait mourir un peu chaque jour. Peut-être que Patrick avait raison. Peut-être devait-elle essayer. Ils commencèrent à se fréquenter. Patrick semblait l'homme parfait, ponctuel, attentionné toujours des fleurs, se souvenant des petits détails. Plus encore, il paraissait s'intéresser sincèrement aux enfants. La première fois qu'il rencontra Emma Olivier et Sophie, il apporta des cadeaux, une poupée pour Sophie, un ballon de football pour Olivier, un casque audio pour Emma. Tonton Patrick rit Sophie. « Tu es gentil. » Patrick s'accroupit à sa hauteur. « Je veux être ton amie, Sophie. »« D'accord, d'accord. » En voyant cela, le cœur de Grace se réchauffa. Peut-être que c'était ça le cadeau après la tempête, un homme bon, un second père pour ses enfants. 6 mois plus tard, Patrick fit sa demande. Rien d'extravagant, un dîner au domaine de l'Étoile, la lumière des bougies, les enfants présents. Il s'agenouilla, ouvrit un écrin contenant une bague en diamant. « Grace, je sais que je ne pourrai jamais remplacer David. Mais je veux être à tes côtés, t'aimer toi et les enfants. Me donneras-tu cette chance? » Grace regarda la bague, puis Patrick, puis les 3 enfants au haut de l'escalier, les yeux brillants. Elle ne l'aimait pas encore, mais elle croyait qu'elle pourrait apprendre à l'aimer. Et surtout, elle pensait que ses enfants avaient besoin d'un père. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'accepte. » Les enfants applaudissaient, riaient. Patrick lui baisa la main. Tout semblait parfait. Dans le jardin, Michel observait à travers la fenêtre, le cœur serré. Non pas parce qu'il aimait Grace, il ne se permettait plus d'aimer depuis Catherine, mais parce que son instinct d'ingénieur, cette logique précise qu'il avait toujours eue, lui disait que quelque chose n'allait pas chez Patrick Élisée. Son sourire était trop parfait, ses mots trop lisses, et la manière dont il regardait les enfants, pas avec tendresse, mais comme un calcul. Michel ne dit rien. Il n'était qu'un employé pas de la famille sans aucun droit d'intervenir. Il espérait seulement se tromper. Mais il ne se trompait pas. Le mariage eut lieu au printemps, simple, avec la famille, et quelques amis proches. Grace portait une robe Vera Wang blanche moins somptueuse que celle de son premier mariage, mais élégante. Patrick, en costume gris clair, arborait un sourire éclatant. Emma était demoiselle d'honneur. Sophie jetait les pétales. Olivier portait les alliances, lorsque le prêtre dit « Vous pouvez embrasser la mariée ». Patrick l'embrassa sous les applaudissements. Au fond du jardin, Michel resta immobile. Il ne tapa pas des mains. Il se contenta d'observer, et le malaise en lui grandit un peu plus à chaque minute. Les premières semaines, Patrick joua parfaitement son rôle d'époux modèle. Il s'installa au manoir, réaménagea quelques pièces, acheta de nouveaux meubles pour donner un air de renouveau, disait-il. Grace n'y vit pas d'inconvénient. Elle voulait tourner la page oubliée, le passé recommencer. Patrick dînait avec la famille, demandait aux enfants leur journée. Félicitait Emma pour son intelligence, Olivier pour son courage et disait à Sophie qu'elle était adorable. Les enfants l'aimaient, l'appelaient Papa Patrick. Grace se sentit soulagée. Peut-être avait-elle enfin fait le bon choix. Peut-être ses enfants allaient-ils redevenir heureux. Mais bientôt, les petits changements commencèrent. Dès le 2e mois, Patrick imposa des règles. « Emma, tu dois étudier davantage. Tu as 12 ans maintenant. Il faut penser à ton avenir. »« Oui, papa. » « Olivier, moins de jeux vidéo. Ça rend paresseux. »« D'accord. Sophie, tu es grande à présent. Arrête de pleurer tout le temps. Je suis désolé. » Grace pensa que c'était de la discipline normale. Les enfants avaient besoin de limites, pensait Grace. David aussi avait des règles. Mais quelque chose dans la voix de Patrick Élisée sonnait différemment. Aucune chaleur, seulement désordre. Patrick commença à corriger les fautes. Olivier renversa un verre d'eau, simple maladresse d'enfant.
Patrick ne cria pas, mais son ton fut glacial. Tu es trop négligent. Ta mère travaille dur pour acheter toutes ces belles choses, et toi tu les casses. Je suis désolé, balbutia Olivier. Désolé ne suffit pas. Il faut apprendre. Va nettoyer. Grace observa mal à l'aise, mais resta silencieuse. Techniquement, Patrick n'avait pas tort. Les enfants devaient apprendre la responsabilité. Un après-midi, Emma rentra 10 minutes en retard à cause des embouteillages. Patrick l'attendait à la porte, le sourire figé. « Pourquoi es-tu en retard? »« Il y avait du trafic. Tu as prévenu ta mère. »« J'ai oublié. » Patrick fronça les sourcils. « Ta mère est très occupée et tu l'as fait s'inquiéter. » Emma baissa la tête. « Je suis désolé. La prochaine fois, tu la préviens. » « Compris, oui, monsieur. » Il lui tapota la tête, non avec tendresse, mais comme un sceau d'autorité. Un autre jour, Sophie rentra de l'école en larmes. « Pourquoi pleures-tu encore ?» demanda Patrick accroupi mais distant. « Les autres se sont moqués de moi. » « Le monde ne se soucie pas de tes larmes. Il faut être forte. Les faibles sont méprisés. » « Mais j'ai peur. » « Assez. Monte dans ta chambre. Réfléchis à comment devenir plus forte. » Sophie s'enfuit en pleurant. Grace voulut la suivre, mais Patrick lui retint le bras. « Tu les gâtes trop. Il est temps de leur enseigner la vraie vie. » « Mais Sophie est encore petite, hésita Grace. Plus on apprend tôt, mieux c'est. Ou tu veux qu'il grandisse faible, Grace se tut. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'elle avait été trop douce. Mais Michel remarquait tout. Il vit Sophie pleurer dans le jardin. Il vit Olivier regarder Patrick avec peur. Il vit Emma devenir plus silencieuse chaque jour. Il voulut avertir Grace. Mais que dire? Votre mari est un peu strict, cela ne sonnait pas comme un crime. Alors il observa, espérant se tromper. Au 3e mois, Grace voyagea davantage. L'entreprise s'étendait, Londres-Lyon, même Tokyo. « Va, je m'occupe de tout », lui dit Patrick. « Tu es sûr, bien sûr. Je prendrai soin des enfants. » Elle l'embrassa. « Merci. » La première nuit de son absence, Patrick changea de visage. Olivier faisait ses devoirs, écrivit un mot de travers, l'effaça et recommença. Patrick se posta derrière lui. « Tu t'es trompé. »« Oui, mais j'ai corrigé. »« Corrigé. » Il lui arracha la feuille. « Ah, tu sais combien coûte ce papier? Combien ta mère travaille pour te l'offrir? Suis désolé. » Désolé ne suffit pas. Il jeta la feuille, réécrit. Et sans faute cette fois, sinon sans ligne. La main d'Olivier tremblait si fort qu'il fit une autre erreur. Patrick le fixa. Encore faux. Je ne voulais pas. 100 fois. Tu dormiras après. Mais j'ai sommeil. Je m'en fiche. Patrick aboya. Ta mère te nourrit et t'envoie à l'école, et toi tu es paresseux. Olivier pleura tremblant, écrivant sous la contrainte. Pendant ce temps, Emma avait fini ses devoirs et regardait la télévision. Patrick l'éteignit. « Tu as vraiment terminé. »« Oui. Montre-moi. » Il prit le cahier. Cette réponse est fausse. Mais j'ai vérifié. Faux, c'est faux. Il lança le cahier par terre. « Monte dans ta chambre. Tu ne descendras pas avant d'avoir corrigé. Pas de dîner. Mais j'ai faim. » La faim aide à apprendre. « Va. » Emma courut à l'étage les yeux rouges. Patrick verrouilla la porte de l'extérieur. Papa Patrick cria à Emma en frappant. « S'il te plaît, ouvre. » Quand ce sera fini. Mais la réponse n'était pas fausse. Emma le savait. Il voulait seulement la punir. Pendant ce temps, Sophie n'avait pas fini son assiette. « Pourquoi tu ne termines pas? »« J'ai plus faim. Ta mère cuisine pour toi et tu oses gaspiller. »« Je n'y arrive plus. Fini. »« Je ne peux pas. »
Alors reste ici jusqu'à ce que tu puisses. Sophie essaya d'avaler, mais eut un haut-le-cœur. Finalement, elle vomit. Patrick la regarda dégoûté. Sale. Nettoie, puis va te coucher. Pas de dessert. La fillette pleurait, nettoyant le sol de ses petites mains tremblantes. Dans le couloir, Michel réparait une ampoule et entendit tout. Son cœur se serra. Ce n'était plus de la discipline, c'était de la cruauté. Il voulut intervenir, mais s'il le faisait, Patrick le renverrait. Et alors, qui protégerait les enfants? Il décida d'attendre. Rassembler des preuves, puis avertir Grace. Le lendemain, Grace appela depuis Tokyo. « Comment vont les enfants? » « Très bien, répondit Patrick d'une voix douce. « Ils se comportent à merveille. Ne t'inquiète pas. » Après avoir raccroché Patrick, convoqua les enfants au salon. « Votre mère vient d'appeler. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un veut lui parler de ce qui s'est passé hier soir? » Les trois restèrent muets. Non. Patrick eut un sourire glacé. Bien. Parce que si l'un de vous ose dire un mot, je dirai à votre mère que vous mentez que vous êtes des fauteurs de troubles, et je lui conseillerai de vous envoyer en pension. Loin d'elle. Loin d'ici. Vous voulez ça? Les trois secouèrent la tête terrorisés. Bien. Alors quand elle demandera, que direz-vous? Je dirai que tout va bien, murmura Emma. Intelligent. Et vous deux? Oui, répondirent Olivier et Sophie à l'unisson. Parfait, allez jouer. Et souvenez-vous, je vous surveille. Les menaces devinrent quotidiennes. Votre mère m'aime plus que vous. Si vous me contrariez, elle me choisira. Elle en a assez de vous élever. Ne la décevez pas. Votre vrai père est mort. Personne ne veut de vous. Personne sauf moi et votre mère. Ces phrases s'enfonçaient comme des lames dans leurs jeunes esprits. Peu à peu, ils y crurent. Ils commencèrent à penser qu'ils étaient des fardeaux, qu'ils ne méritaient pas d'être aimés, qu'ils devaient se taire pour ne pas tout perdre. Emma, 12 ans, devint silencieuse. Plus d'histoires d'école, plus de sourires, juste du travail des corvées et la peur constante de mal faire. Olivier, 9 ans, cessa de jouer avec ses amis. Il avait peur de rentrer en retard, peur de la colère de Patrick Élysée. Il devint réservé timide. Sophie, 6 ans, faisait des cauchemars chaque nuit. Elle rêvait que Patrick l'enfermait et la laissait seule. Elle se réveillait en larmes, mais n'osait jamais crier. Patrick l'avait interdit. Et Michel lui regardait, ses 3 enfants se fanaient jour après jour, le cœur brisé. Parce qu'il revoyait en eux Lily, sa propre fille, celle qu'il n'avait pas pu sauver. Mais cette fois, il ne laisserait pas le drame se répéter. Il devait agir, peu importait le prix. Michel n'était pas un homme impulsif. Ingénieur, il avait toujours appris à observer, analyser, planifier et calculer les risques. Il comprenait que s'il allait voir Grace sans preuve tangible, Patrick nierait tout. Il prétendrait que Michel était jaloux, qu'il voulait détruire leur mariage. Et qui Grace croirait-elle? Son mari ou un employé? Non, il fallait des preuves irréfutables. La première semaine, Michel observa en silence et prit des notes précises. Il tint un journal détaillé. 5 novembre. Patrick force Olivier à écrire 100 lignes et l'empêche de dormir jusqu'à 2 heures du matin. 7 novembre. Patrick enferme Emma dans sa chambre de 19 âges à 8 âges juste parce qu'elle a mal fait ses devoirs. 10 novembre. Patrick oblige Sophie à rester à genoux sur le sol froid pendant 1 heure parce qu'elle a pleuré. Mais écrire ne suffisait pas. Il lui fallait des images. Michel commença à installer des micro-caméras. Ce n'était pas simple, le domaine de l'étoile avait son propre système de sécurité. Mais Michel avait été ingénieur. Il savait comment faire proprement, invisiblement. Il acheta du matériel en ligne et dissimula les caméras dans des objets anodins, une horloge sur l'étagère du salon,
Un cadre photo dans le couloir. Un vase de fleurs artificielles sur la table à manger. Patrick ne remarqua rien. Trop sûr de lui. Il sous-estimait totalement Michel. La première semaine d'enregistrement suffisait déjà à l'accuser. Les vidéos montraient Patrick hurlant au visage d'Olivier simplement parce qu'il avait fait tomber un stylo poussant Emma contre un mur, parce qu'elle avait osé répondre forçant Sophie à rester debout dans un coin pendant 1 heure sans bouger. Mais Michel voulait davantage quelque chose que Patrick ne pourrait pas déformer son visage, sa voix, sa cruauté, à l'état brut. Un vendredi soir, Grace était en déplacement à Lyon pour affaires. Patrick gardait les enfants. Michel fit mine de travailler tard, prétendant vérifier le système d'eau, mais en réalité, il observait. À 20 heures, Patrick appela les enfants au salon. « J'ai vérifié vos chambres, dit-il. Celle d'Emma est en désordre. Olivier a des taches sur le sol. Les jouets de Sophie traînent partout. On est désolé, dit Emma. On va ranger tout de suite. Désolé, ricana Patrick. Vous êtes toujours désolé, mais rien ne change. On va essayer. Essayer ne suffit pas, rugit-il, faisant sursauter les 3 enfants. Votre mère se tue au travail pour vous offrir cette maison, ces vêtements, cette école. Et vous, qu'est-ce que vous lui donnez? De la paresse, de l'inutilité. On n'est pas paresseux, pleura Olivier. Tais-toi, hurla Patrick en se tournant brusquement vers lui. Tu crois que ta mère a besoin de toi? Elle a besoin de moi. Vous êtes des fardeaux. Sophie éclata en sanglots. Je veux voir mon papa Patrick se pencha visage à hauteur du sien, la voix glaciale. Ton père est mort. Il a laissé ta mère seule. Et tu oses pleurer. Sophie sanglotait plus fort. À genoux, ordonna Patrick. Tous les 3. Ils hésitèrent. J'ai dit à genoux. Les enfants se laissèrent tomber sur le sol de pierre, les mains jointes devant eux. Vous resterez là, jusqu'à ce que je dise le contraire. 10 minutes, toute la nuit, c'est moi qui décide. Compris. Oh oui, murmurèrent-ils, les voix tremblantes. Patrick s'assit dans le canapé, sirota son whisky et consulta son téléphone, ignorant complètement les 3 petits corps agenouillés devant lui. 20 minutes passèrent. Olivier gémit doucement. Mes genoux me font mal. Silence, aboya Patrick, sans lever les yeux. Encore un mot, et j'ajoute 1 heure. Olivier mordit sa lèvre, les larmes coulant. Derrière la porte, dissimulée dans l'obscurité du couloir, Michel filmait. Son téléphone fixé, images nettes sont claires. C'était la preuve incontestable. Mais en voyant ses enfants trembler les genoux sur la pierre froide, ses propres larmes coulèrent. Il revoyait Lily, 8 ans, son sourire de soleil dans ses ombres tremblantes. Une fois, il avait été impuissant. Pas cette fois. Après 45 minutes, Patrick se leva. Assez. Debout. Les enfants se redressèrent, s'agrippant les uns aux autres, les genoux rouges et meurtris. Allez dans vos chambres. Pas de goûter, vous ne le méritez pas. Ils montèrent en courant, en pleurs. Patrick se versa un autre verre, esquissa un sourire satisfait. Michel coupa l'enregistrement. C'en était assez. Il avait les preuves. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le retour de Grace pour tout lui montrer. Le lendemain matin, Patrick sortit. Les enfants étaient à l'école. Michel réparait la clôture quand Emma rentra plus tôt. Elle ne rentra pas dans la maison. Elle s'assit sur la balançoire, le regard perdu dans le vide. Michel s'approcha doucement. Journée difficile. Emma sursauta, essuyant vite ses larmes. « Ça va, tonton Michel. Tu n'as pas besoin de faire semblante avec moi. » Emma resta silencieuse un instant, puis demanda d'une voix tremblante. « Tu crois que je suis un fardeau? » Michel s'assit à côté d'elle. « Pourquoi tu dis ça, papa Patrick dit qu'on fatigue maman. Qu'elle n'a besoin que de lui, pas de nous. » La poitrine de Michel se serra. « Emma, écoute-moi bien. Tu n'es pas un fardeau. Vous êtes la meilleure chose de la vie de ta mère.
Alors pourquoi elle ne voit pas comment il nous traite? Parce qu'il cache bien les choses. Mais moi, je vois. Je sais tout. Tu sais vraiment? Demanda-t-elle les yeux rouges. Oui, et je vais vous aider. Mais papa Patrick a dit que si on parle, il nous enverra en pension loin de maman. Il ment, dit Michel fermement. Tu appartiens à ta mère. Elle ne vous abandonnera jamais. Tu comprends, Emma mordit sa lèvre. Mais j'ai peur. Je sais. Mais fais-moi confiance, j'ai des preuves. Je vais tout montrer à ta mère, tout va changer. Tu le promets, Michel lui prit la main. Je te promets que plus personne ne te fera de mal. Emma se jeta dans ses bras pleurant à chaudes larmes. Michel la serra contre lui comme il avait autrefois serré Lily. Cette fois, le destin ne se répéterait pas. Cette fois, il les protégerait. Ce matin-là, Grace Hollander Moreau était à son bureau de Paris, préparant une réunion importante avec les partenaires de Tokyo. Tout se passait parfaitement. Le contrat était sur le point d'être signé. Pourtant, toute la matinée, Grace Hollander Moreau n'arrivait pas à se concentrer. Une agitation sourde, un malaise qu'elle ne savait nommer s'était glissé dans sa poitrine. Ce n'était pas à cause du travail, mais de quelque chose de plus profond d'instinctif. Elle jeta un œil à son téléphone, un seul message d'Emma reçu plus tôt dans la matinée. « Maman, tu me manques. » Quelques mots seulement, mais sous cette simplicité se cachait une tristesse silencieuse qui fit se serrer le cœur de Grace. Elle appela aussitôt sa fille. Pas de réponse. Elle appela Olivier. Rien. Elle appela la maison. C'est Patrick Élisée qui répondit. « Tu appelles, sa voix était douce. Les enfants vont bien. Très bien. Ils étudient. Ne t'inquiète pas. Tu en es sûr? » Emma m'a envoyé un message. Il m'a semblé étrange. Patrick rit doucement. Emma va bien. Elle pense juste à toi. Tu t'inquiètes et trop. Grace voulut le croire, mais l'intuition, cette voix intérieure qu'elle avait essayé d'étouffer pendant si longtemps, murmurait. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas du tout. Ignorant les protestations de son assistante, elle annula tout son programme et prit la route pour Neuilly-sur-Seine. Ses mains tremblaient légèrement sur le volant. Elle ne savait pas ce qu'elle fuyait seulement qu'elle devait rentrer. Tout de suite. Les grandes portes du domaine de l'Étoile s'ouvrirent brusquement. L'intérieur était silencieux. Trop silencieux. Grace entra ses talons résonnant faiblement sur le marbre. Aucun bruit. Pas de rire. Pas de télévision. Pas d'enfant. Elle ouvrit la bouche pour appeler quand soudain une main se plaqua sur sa bouche par derrière. Grace sursauta violemment, prête à crier, mais une voix basse tremblante murmura. « Madame, ne dites rien. Restez silencieuse. » Elle se retourna. C'était Michel Donnelly. Ses yeux étaient écarquillés, son visage tendu, la sueur perlant à ses tempes. « Michel, que faites-vous? » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je suis désolé, » répondit-il précipitamment. « Mais s'il apprend que vous êtes rentré, vos enfants seront en danger. » Mes enfants, s'étouffa Grace. « Où sont-ils? » Michel pointa le salon. Grace jeta un regard à travers la fente de la porte et son cœur s'arrêta. Les 3 enfants étaient agenouillés sur le sol de pierre glacée. Devant eux, Patrick, un verre de cognac Louis XIII à la main, sa voix résonnant. « Dans toute la pièce, vous êtes des fardeaux. Votre mère n'a besoin que de moi. » Grace sentit ses jambes se dérober. Elle se tourna vers Michel, les lèvres tremblantes. « Depuis combien de temps? » « Depuis le 2e mois après son arrivée, répondit-il d'une voix serrée. « Presque 1 an. 1 an. » Ses enfants avaient vécu en enfer pendant 1 an, et elle n'avait rien vu. Grace voulut entrer hurler, tout détruire. Mais Michel lui saisit l'épaule fermement. « Pas encore, chuchota-t-il. Il faut des preuves. S'il apprend que vous savez avant que vous ayez quelque chose de solide, il retournera tout contre vous. »
Tu as des preuves. Michel hocha la tête et lui tendit son téléphone. J'ai tout enregistré cette semaine. Grace regarda l'écran séquence après séquence. Patrick crie en poussant Olivier, forçant Sophie à genoux, proférant des paroles venimeuses. Les larmes de Grace coulèrent sans contrôle. « Tu avais raison », murmura-t-elle. « Je ne le laisserai pas s'en tirer. » Elle entra dans le salon, Michel derrière elle. Patrick se retourna surpris. « Grace, tu rentres tôt. » Les enfants levèrent les yeux vers leur mère, peur et espoir mêlés. « Levez-vous », dit Grace, la voix basse et glaciale. Les enfants debout força Patrick en riant nerveusement. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je leur apprends juste la discipline. » La discipline avança Grace. Oh, la cruauté. « Qu'es-tu, Patrick, je sais tout. » Elle regarda Michel. « Montre-lui. » Le visage de Patrick se vida de toute couleur. Quoi, qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille ici. Et il a tout vu. Michel lança la vidéo. La voix de Patrick résonna. Vous êtes usage des fardeaux. Votre mère n'a besoin que de moi. Puis les images de lui poussant Olivier, forçant Sophie à genoux. Patrick déglutit, difficilement tenta de se ressaisir. C'est faux. Monté de toutes pièces. Arrête de mentir, hurla Grace, les larmes jaillissant. Je vois ton visage. J'entends ta voix. Patrick se tourna vers Michel furieux. Tu as osé me filmer. Ma maison coupe à Grace. Et toi, Patrick Élisée, tu vas en sortir immédiatement. Patrick changea de ton jouant la douceur. Grace, tu te laisses manipuler. Il veut détruire notre mariage. Ne le mêle pas à ça. Grace pointa du doigt. Tu l'as détruit toi-même. Patrick se tourna vers les enfants d'une voix mielleuse. Emma dit à ta mère. Papa Patrick t'a-t-il déjà maltraité? Emma trembla. Elle regarda Patrick puis sa mère. Un long silence tomba. Enfin, sa voix se brisa. Je te déteste. Tu nous as forcés à nous agenouiller. Tu as dit que papa ne nous aimait plus. Tu as dit que maman allait nous abandonner. J'ai peur de toi. Olivier et Sophie éclatèrent en sanglots, hochant frénétiquement la tête. Patrick recula d'un pas livide. Grace se redressa la voix ferme. Tu as 24 heures pour quitter cette maison. Rassemble tes affaires et pars. Tu ne peux pas. Je suis ton mari. Ce mariage est terminé. Mon avocat t'enverra les papiers. Patrick serra la mâchoire, lançant un regard de haine à Michel. Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'un vulgaire ouvrier. Je n'ai rien à gagner ni à perdre, répondit Michel calmement. Je veux seulement que les enfants soient en sécurité. Patrick se tourna vers Grace, le ton empoisonné. Tu le regretteras, Grace. Personne ne veut d'une femme avec 3 gosses. Grace soutint son regard sans ciller. Je préfère être seule que vivre avec un monstre. La porte claqua. Et à cet instant, après presque 1 an d'angoisse étouffante, le domaine de l'Étoile sembla respirer à nouveau. Pour la première fois, Grace se sentit libre. Cette nuit-là, elle ne laissa pas les enfants dormir seuls. Tous 4 s'allongèrent dans le grand lit de sa chambre, ce lit dont une moitié était restée vide depuis la mort de David. Emma sanglotait dans les bras de sa mère. « Je suis désolée, maman. J'aurais dû te le dire plus tôt. »« Non, » répondit Grace en la serrant plus fort. « C'est moi qui suis désolée. Je n'étais pas là. Je vous ai laissé souffrir seul. À partir de maintenant, je vous promets, je serai toujours là. »« Tonton Patrick va revenir, » demanda doucement Olivier. « Non, mon chéri, jamais. » Sophie entoura le cou de sa mère. « Je t'aime, maman. Je vous aime tous les 3 de tout mon cœur. » Ce soir-là, ils dormirent sans cauchemar pour la première fois depuis des mois, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Ensemble. Le lendemain matin, Grace trouva Michel dans l'atelier en train de ranger ses outils. « Michel, » il se retourna. « Madame, je voulais vous remercier. Sans vous, je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver. »
La voix de Grace se brisa. « Non, dit-elle doucement s'approchant. C'est moi qui devrais te remercier. Tu as protégé mes enfants alors que j'étais aveugle. » Elle marqua une pause, cherchant son regard. « Pourquoi tu as fait tout ça? » Michel resta silencieux longtemps, puis répondit d'une voix basse. « Parce qu'un jour j'ai perdu un enfant, et je ne pouvais pas laisser cela arriver à d'autres. Tu avais un enfant. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Lily, 8 ans. Elle est morte dans un accident d'avion, avec sa mère. » Grace posa une main tremblante sur son épaule. « Michel, je ne savais pas. Je suis désolé. »« Ce n'est rien, » murmura-t-il en essuyant une larme. « Mais quand je vois Emma Olivier et Sophie, je revois ma petite fille. Je n'ai pas pu sauver Lily. Alors je les ai sauvés eux. » Grace pleura. 2 êtres blessés se tenaient là dans l'air frais du matin, partageant une douleur qui n'avait plus besoin de mots. « Tu es le meilleur homme que j'ai jamais connu, » dit-elle, la voix tremblante. « Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. » Michel hocha doucement la tête. « Il mérite d'être heureux. Et toi aussi. » La première semaine après le départ de Patrick fut tout sauf facile. Emma sursautait encore au moindre bruit de pas lourd. Elle craignait qu'il revienne. Chaque soir, elle vérifiait 3 fois le verrou de la porte, même si Grace lui avait juré que plus personne ne la fermerait jamais. Olivier avait peur de faire des erreurs. Quand il renversait un verre, il restait figé tremblant, attendant qu'on le gronde. Mais Grace ne criait plus. Elle le prenait dans ses bras. « Ce n'est pas grave, mon cœur. Ce n'est qu'un verre. » Sophie, elle faisait encore des cauchemars. Elle se réveillait, la nuit sanglotant. « Maman, j'ai peur. » Et chaque fois, Grace était là, la serrant fort contre elle, lui fredonnant doucement jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Grace réduisit son temps de travail de moitié, Delegua refusa les réunions inutiles. Désormais, la priorité, c'est la famille. Chaque matin, ils déjeunaient ensemble. Pas de téléphone, pas de précipitation, juste des rires, des petits rêves, des projets pour la journée. L'après-midi, Grace allait elle-même chercher les enfants à la sortie de l'école. La première fois qu'Emma la vit attendre devant le portail, elle resta bouche bée. « C'est toi qui viens de me chercher, maman. »« Oui. À partir de maintenant, si je n'ai pas de réunion urgente, ce sera toujours moi. » Emma sourit, le premier vrai sourire depuis des mois. « J'adore ça, maman. » Le soir, la famille se retrouvait autour de la table. Fini les dîners silencieux. À la place des éclats de rire, des discussions, du partage. Olivier racontait son match de foot. Sophie montrait ses dessins. Emma lisait un paragraphe qu'elle avait écrit. Et Grace les écoutait vraiment, plongeant ses yeux dans les leurs, posant des questions, s'intéressant aimant. « Tu es heureuse, maman ?» demanda Sophie un soir. Grace sourit les yeux humides. « Très heureuse, ma chérie, parce que je vous ai vous. » Michel continuait à travailler au domaine, mais désormais, il faisait partie de la famille. Il apprenait à Olivier à réparer son vélo. « Regarde, tourne la clé doucement dans ce sens. Pas trop vite. » Le garçon suivait la langue tirée de concentration. Quand la roue tourna enfin, il s'écria. « J'ai réussi, tonton Michel. » Michel lui tapota l'épaule. « Bravo, tu l'as fait tout seul. » Le sourire confiant d'Olivier revint. Il aidait Emma pour son projet de science. « Sur quoi veux-tu travailler les avions? » « Mais je n'y connais rien. » Michel sourit. « Ça tombe bien. J'étais ingénieur en aéronautique. Tu veux que je t'aide? » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Vraiment, vraiment. On va construire une maquette ensemble. » Pendant 1 semaine, ils mesurèrent des coupères collèrent. Ils parlèrent d'aérodynamique, de portance, de forme d'aile. « Tu en sais tellement » s'émerveilla Emma. « Je ne fais que partager ce que je sais. »« Mais toi, tu es très doué, » répondit Michel. « Tu feras de grandes choses. » Emma le serra dans ses bras. « Merci.
Tu es comme un deuxième papa. Michel la serra à son tour les yeux brûlants. Pour la première fois depuis la mort de Lily, il se sentit de nouveau père. Avec Sophie, il racontait des histoires du soir. Pas des contes classiques, mais ceux qu'il inventait lui-même des récits sur une fillette courageuse appelée Sophie, qui affrontait des dragons nommés Peur, et découvrait la lumière. Et alors Sophie comprit, disait-il, d'une voix douce, qu'elle n'avait plus à craindre l'obscurité, parce qu'elle avait une famille qui l'aimait. Sa maman, son frère, sa sœur et de bons amis. Là où il y a de l'amour, il y a toujours de la lumière. Sophie l'écoutait captivée. « C'est moi la Sophie courageuse. »« Oui, » répondit-il avec un sourire tendre. « La plus courageuse que je connaisse. Je t'aime, tonton. Moi aussi, ma petite héroïne. » 6 mois après le départ de Patrick, la vie reprit son cours. Les enfants étaient épanouis rieurs. Le domaine de l'étoile, autrefois froid et silencieux, résonnait désormais de voix et de joie. Grace s'aperçut d'une chose. Michel était toujours là. Tôt le matin, il s'occupait du jardin. L'après-midi, il jouait avec les enfants. Le soir, il trouvait toujours un prétexte pour rester réparé, aider, ou simplement être près d'eux. Et soudain, elle comprit. Ce qu'elle ressentait n'était plus seulement de la gratitude. C'était autre chose. Quelque chose de doux et profond. Un soir, après avoir bordé les enfants, Grace sortit dans le jardin. Michel était assis sur un banc, les yeux levés vers le ciel étoilé. « Tu ne rentres pas chez toi ?» demanda-t-elle doucement. « Je regarde les étoiles. Ça faisait longtemps. Pourquoi tu ne le faisais plus? » Parce qu'après la mort de Catherine et Lily, je n'osais plus lever les yeux. Ça me rappelait les avions, l'accident. Il marqua une pause. Mais maintenant, c'est différent. Je ne vois plus seulement comment elles sont mortes. Je me souviens de la belle vie qu'on a eue. Grace resta silencieuse un moment, puis dit « Merci Michel. Pourquoi, pour tout? Pour avoir sauvé mes enfants. Pour être resté. Pour m'avoir aidé à me retrouver. » La lune baignait le jardin d'une lumière argentée. Dans leurs regards, il n'y avait plus de tempête, plus de peur, juste une paix douce et nouvelle. 2 âmes autrefois brisées qui apprenaient à se réparer ensemble. Grace dit Michel d'une voix hésitante. « Je dois te dire quelque chose. »« Quoi donc, Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je crois que j'ai des sentiments pour toi. » Le cœur de Grace battit fort. Des sentiments. Pour moi, il acquiesça. Depuis longtemps. Mais je n'osais pas le dire. Je ne suis qu'un employé. Et toi, tu es Grace Hollander, Moreau. Grace sourit les yeux embués. Je ne suis plus Grace Hollander, Moreau. Je suis juste Grace, une mère célibataire, une femme qui a fait des erreurs et qui essaie de revivre. Michel esquissa un sourire mélancolique. Et moi, je ne suis que Michel, un homme qui avait perdu sa femme et son enfant persuadé qu'il ne pourrait plus jamais aimer. Persuadé, demanda Grace doucement. Jusqu'à ce que je te rencontre. Moi aussi, murmura-t-elle. Ils restèrent là, main dans la main sous les étoiles. Pas de précipitation, pas d'étiquette. Juste l'espoir simple et vrai qui recommençait à pousser. La semaine suivante, Grace invita Michel à dîner, non pas en tant qu'employé, mais en tant que membre de la famille. Il était un peu gêné au début, mais les enfants l'accueillirent comme si cela avait toujours été ainsi. « Tonton Michel, assieds-toi à côté de moi », s'écria Sophie tirant une chaise. « Tonton, j'ai eu la note parfaite en maths aujourd'hui », dit Olivier tout fier. « Génial », Michel applaudit. « Je suis fier de toi. » Emma, elle observait en silence. Elle comprenait plus de choses que les adultes ne le croyaient. Après le repas, alors que Michel s'apprêtait à partir, Emma l'appela. « Tonton. »« Michel. »« Oui, Emma. Tu aimes ma maman. N'est-ce pas? » Michel se figea, puis décida de ne pas esquiver. « Oui, j'aime ta maman. » Emma resta muette une seconde, puis sourit.
J'aime bien ça. Ah oui, oui, pourquoi? Parce que tu es gentil. Tu n'es pas comme Patrick. Tu tiens vraiment à nous. Michel s'agenouilla pour être à sa hauteur. Je vous aime comme mes propres enfants, et jamais tu m'entends, jamais je ne vous ferai de mal. Emma le serra dans ses bras. Je le sais, je veux que tu restes avec nous, avec maman. Ce soir-là, Grace réunit les 3 enfants. Les enfants, je veux vous demander quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez? De tonton Michel, Sophie répondit sans hésiter. Je l'aime bien. Il me raconte des histoires avant de dormir. Olivier hocha la tête. Il m'a appris à réparer mon vélo. Il est trop cool. Emma regarda sa mère droit dans les yeux. Et toi? Tu l'aimes bien lui aussi, pas vrai? Grace sourit. Oui. Oui, je l'aime bien. Emma soupira de soulagement. Alors c'est parfait, parce que nous aussi on l'aime bien, et on veut juste que tu sois heureuse, maman. Grace les serra tous les 3 contre elle, les larmes aux yeux. Vous êtes le plus beau cadeau de ma vie. Michel et Grace ne se précipitèrent pas. Ils savaient tous deux que cette relation avait besoin de temps pour guérir, pour reconstruire la confiance. Ils commencèrent à se fréquenter sérieusement, promenades au bord de la mer café du matin, dans le jardin bruissant, longues conversations sur le passé, la douleur et les espoirs à venir. Je pensais ne plus jamais pouvoir aimer quelqu'un, confia Michel un soir assis sur le sable face à l'océan. Moi aussi, répondit Grace. Après David, je croyais que mon cœur était mort. Il n'était pas mort, dit-il, en serrant doucement sa main. Il attendait juste la bonne personne. Grace sourit. Et c'est toi la bonne personne. Je ne peux pas le prétendre, répondit-il honnêtement. Mais je sais que je ferai tout pour t'aimer, pour aimer les enfants et pour ne jamais vous décevoir. C'est suffisant, murmura Grace en posant sa tête sur son épaule. Tu n'as pas besoin d'être parfait, seulement sincère. Ils restèrent là, écoutant la mer savourant la paix qu'ils avaient cherchée si longtemps. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme riche et d'un homme simple. C'est un rappel. Ne restez pas silencieux quand vous voyez une injustice. Écoutez vos enfants. Parfois, le silence d'un enfant est le cri le plus fort à entendre. Pardonnez-vous. Tout le monde commet des erreurs. La vraie force, c'est de se relever. Et il n'est jamais trop tard pour aimer à nouveau. Même quand le cœur a été brisé, il peut encore guérir. Si vous vivez dans la douleur, ne renoncez pas. Le bonheur vient parfois de là où on ne l'attend plus. Si vous voyez un enfant souffrir, soyez courageux comme Michel. Votre silence pourrait prolonger sa douleur. Et si vous êtes parent, soyez présent, vraiment présent, parce que l'amour est le plus grand des dons. Grace et Michel se sont trouvés au milieu des ruines, et ensemble, ils ont bâti un nouveau foyer. Vous le pouvez aussi. Ne perdez jamais espoir. L'amour triomphe toujours de l'obscurité.